Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce troisième et dernier jour d'App Innovation. J'espère que vous avez suivi avec une grande attention les 2 premiers jours. Le 3e jour sera aussi riche en interventions et en informations. Et nous aurons bien sûr une keynote qui sera séparée en 3 parties. Et je laisse à Tony d'ailleurs nous présenter la toute première partie. Merci beaucoup, Thomas. Thank you very much. I'm going to continue in English because my interview this morning is going to be in English. So I'm talking with Michael Bentolila of Inside Board. We're going to be talking about the challenges of adoption, how to get ecosystems of employees to actually use these tools, and how companies can get a return on investment from the millions and millions of euros and dollars that they spend on their digital transformation tools. Thank you, Tony. Donc nous verrons également comment Box a légèrement modifié son business model et comment justement ce business model et ses offres sont mises à profit pour les clients. Et nous terminerons avec un 3e intervenant, Salesforce, qui nous expliquera notamment comment ils vont approfondir la relation avec les partenaires pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et plus poussée. N'hésitez pas, bien sûr, tout au long de cette journée, à vous connecter et à suivre toutes les tables rondes et les webinars qui viendront bien sûr enrichir votre manière de penser, d'une part, et vous fournir de nouveaux outils pour vos business quotidiens. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette 3e et dernière journée d'App Innovation. Pour ce début de journée, j'aimerais d'abord qu'on réponde à une question avec nos intervenants. La question est la suivante. Comment Salesforce entend-il approfondir ses relations avec les partenaires pour le plus grand bénéfice de ses clients? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi 3 invités. Je vais commencer par madame, d'abord, Pauline Cazer, ingénieure solution chez Salesforce. Pauline, bonjour. Bonjour. David D, ingénieur solution chez Salesforce. David D, bonjour. Bonjour. Et Pierre-Alexandre Bruno, ingénieur solution, senior manager chez Salesforce. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Thomas. Et je vais commencer par vous d'abord, pour essayer de comprendre le contexte justement de cette question que j'ai posée au tout début de cette discussion. Pour quelles raisons cherchez-vous à optimiser la relation avec les partenaires? Alors, pour la raison simple que nous autres ingénieurs solutions, nous sommes près de 200 en France, hein, donc on a un poids assez important et on est là pourquoi? Notre objectif, hein, c'est d'aider nos clients à résoudre leurs problèmes ou à atteindre leurs ambitions, leurs objectifs. Et le deuxième sujet, c'est qu'on doit mettre comme un coup de tampon sur les différentes solutions pour s'assurer que la valeur Customer Success qu'on prône chez Salesforce ne s'arrête pas au moment où on vend des licences, mais permet d'engager un projet dans la sérénité. Le but, c'est de proposer au client, finalement, au client final, j'ai presque envie de dire, de lui assurer presque un accompagnement continu. C'est pas on lui a vendu le produit et puis on le laisse en race campagne. C'est vraiment s'assurer qu'il soit suivi jusqu'au bout. Absolument. Alors nous, on va passer le relais à nos collègues Professional Services ou aux intégrateurs qui sont en charge du projet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour atteindre les objectifs que j'ai listés, on a une plateforme qui est géniale, que vous connaissez tous, hein, la fameuse plateforme Customer 360. Néanmoins, elle ne couvre pas tout. Et donc, on a 2 options principales lorsqu'on est sur des choses qui ne sont pas couvertes correctement par la plateforme. C'est soit de la customisation, soit le fait d'appeler un partenaire éditeur, donc un ISV dans notre jargon. Et la customisation, on va le faire avec des clients qui ont des besoins précis, qui ont une maturité pour gérer ça. Et dans les autres cas, très nombreux, on fait appel à des ISV. Et donc, on a une relation avec les ISV qui existe de longue date et que on cherche à approfondir puisqu'on a pas mal de dossiers avec eux. On peut toujours faire mieux et on a quelques idées sur le sujet. Quels sont justement, Pierre-Alexandre, les points sur lesquels, selon vous, il y aurait besoin justement d'approfondir, d'améliorer? Oui, alors 3 points principaux. Le premier, c'est qu'on sollicite beaucoup les ISV et on peut essayer d'améliorer
et leur temps et le nôtre en capitalisant. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est d'aller plus loin avec certains partenaires. C'est ce que j'appellerais un partenariat stratégique avec Salesforce. Et le troisième point, c'est de faire mieux connaître toutes les solutions que les partenaires mettent à la disposition des clients et qu'on soit capable de faire des événements avec eux et faire connaître donc tout ça. Alors justement, ce programme, j'ai presque envie de dire, hein, vous l'avez dit, il tient en 3 axes. J'aimerais qu'on les segmente très précisément et je vais demander à chacun d'entre vous justement de préciser, vraiment de rentrer dans le détail sur les différents axes. Et je vais commencer par vous, Pauline. Quel est le premier élément de ce programme justement? Oui, alors juste un point pour rebondir en effet sur ce que disait Pierre-Alexandre. En fait, on est tous les trois donc ingénieurs solutions et on est convaincus en fait vraiment de la valeur ajoutée de travailler avec les ISV. Donc en fait, cette initiative qu'on porte chacun d'entre nous, c'est à côté de notre job en fait. C'est vraiment pour améliorer la relation qu'on a avec les ISV. Donc la première, en effet, ça va être de centraliser tous les cas d'usage qu'on va avoir avec les ISV. Parce que Salesforce ne va pas intervenir sur le même spectre que les ISV. Donc en fait, on est parti du constat que chacun des ingénieurs solutions, tous les ingénieurs solutions et account exec côté vente de Salesforce, on a déjà travaillé avec des ISV. Cependant, chacun des cas d'usage qu'on a tous en tête, ils ne sont pas répertoriés quelque part. Donc au lieu de plutôt à chaque fois faire répéter les ISV, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire justement pour capitaliser sur toute cette connaissance et donc répertorier à un seul et même endroit sur notre plateforme tous les différents cas d'usage de chacun des ISV. Donc certes, on sait déjà quel ISV va attaquer quel secteur d'activité, quel métier, mais l'objectif, c'est d'accord, concrètement, mon client voudrait que j'intervienne pour transformer son business sur tel métier. Je sais que Salesforce fait ça, et je sais que tel ISV, OK, peut intervenir là-dessus, mais précisément, quelles sont les fonctionnalités, les éléments vraiment différenciateurs que l'ISV va pouvoir apporter. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on cherche vraiment à avoir un impact, réunir tout ça à un seul et même endroit, centraliser les informations, et pour avoir vraiment une grille quelque part hyper précise. Et donc ça va permettre non seulement aux ISV de pouvoir gagner du temps, nous, Salesforce, gagner du temps également, mais aussi, bien évidemment, le client final de gagner du temps, parce qu'on va pouvoir répondre plus rapidement à leurs problématiques, déjà, 1. Et 2, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir faire du cross-sell, on va pouvoir faire également créer de nouvelles opportunités de marché, et donc, in fine, 3e point, vraiment d'aller plus loin, de pouvoir innover par-dessus. Et donc, c'est notamment là que Pierre-Alexandre va vous parler également de tous ces partenariats qu'on veut renforcer avec environ une quinzaine d'ISV pour creuser un partenariat stratégique qui pourra avoir un impact vraiment fort avec nos clients. Et ça, c'est le 2e axe, Pierre-Alexandre, les partenariats stratégiques. De quoi est-ce qu'il s'agit très concrètement ? Eh bien, on se rend compte que sur certaines problématiques, que ce soit des problématiques technologiques ou industrielles, tous les ISV n'ont pas la même place. Et donc, certains occupent une place plus importante sur laquelle on doit capitaliser et avoir une relation plus poussée. Tout le monde n'est pas forcément au même niveau. Donc voilà, nous, on souhaite investir là-dessus. C'est un peu nouveau, puisque le contrat AppExchange définit un certain nombre de clauses et il n'est pas question de le remettre en cause. Là, on est sur une expérimentation. C'est une expérimentation qu'on mène aujourd'hui avec un ISV qui s'appelle Bring, une start-up israélienne dans laquelle Salesforce Ventures a mis quelques billes. Et donc, on a commencé dans ce partenariat à mettre quelques éléments. Ces éléments sont le fait de se voir tous les mois sur l'aspect sales conjoint. Donc, il va y avoir un certain nombre de leads qui viennent des deux parties. Et on va échanger sur les personnes à contacter. Et on est dans un mode où on a à la fois la partie sales et solution engineering du côté Salesforce. Deuxième aspect, on peut organiser des événements en commun. Donc, je pense à des webinaires, par exemple. Et troisième aspect, on échange sur nos roadmaps respectives pour affiner le tir, faire en sorte qu'on avance de façon vraiment cohérente et conjointe sur ces sujets-là. Ça, c'est le
la deuxième partie, partenariat donc stratégique. Il y a une troisième partie, et David, quelle est-elle? La troisième partie, c'est que nous sommes en train d'organiser des sessions Meetup. Donc, c'est des sessions où on invitera des ISV à parler de leurs solutions et de montrer avec une petite démo de comment ils innovent, donc comment ils ajoutent aux fonctionnalités Salesforce leurs particulières solutions. L'idée, c'est surtout d'inviter des potentiels nouveaux acteurs, donc des nouveaux ISV, d'échanger avec eux, surtout à travers le feedback qu'ils peuvent avoir sur le retour d'expérience des ISV qu'ils viennent de présenter. Et le deuxième objectif, c'est aussi de montrer aux entreprises comment l'innovation de l'écosystème Salesforce peut amener vraiment une valeur ajoutée. Parce que Salesforce innove beaucoup, mais il y a beaucoup d'innovation qui vient à travers justement les ISV. Donc vraiment, si je peux résumer en 3 points, c'est comment l'innovation Salesforce est apportée par son écosystème, quels sont les bénéfices de faire partie de cet écosystème pour des nouveaux ISV et quels sont les bénéfices pour les entreprises, donc pour nos clients, d'avoir cet écosystème à disposition. J'aimerais juste qu'on revienne sur quelques-uns des éléments qui ont été abordés et peut-être une première précision pour vous, Pauline. Si je comprends bien, l'idée, c'est quasiment de créer une bibliothèque dans laquelle les ISV... alors, je vais prendre plutôt les clients finaux d'abord. Les clients finaux pourraient venir s'y retrouver. Donc, si je comprends bien, c'est ça l'idée, c'est de leur permettre d'avoir à travers cette bibliothèque des exemples très concrets qui vont ressembler à leur cas d'usage et avec quel but leur faire gagner du temps avec un ISV particulier ou leur permettre justement de découvrir des ISV, d'autres ISV qui peuvent peut-être les accompagner différemment ou peut-être plus efficacement. Oui, alors je vais juste préciser, donc cette bibliothèque, quelque part, elle va être uniquement disponible en interne chez Salesforce, parce que l'objectif, c'est justement que nous, Salesforce, on fasse l'intermédiaire plutôt avec les ISV. Donc oui, concrètement, c'est histoire d'avoir une bibliothèque où chacun d'entre nous, en interne, on va avoir le problème du client, sa problématique, comment l'adresser. On sait que Salesforce aborde telle partie, et on va savoir, grâce à cette bibliothèque, que tel ISV va d'abord traiter tel métier, ensuite il va traiter tel secteur d'activité, tel type de cas d'usage, et concrètement, quelle fonctionnalité. En fait, quel différenciateur va être abordé par tel ISV par rapport à un autre ISV ou par rapport à Salesforce tout simplement. Donc ça nous aide en interne à répondre plus vite et plus précisément à un besoin client. Ça ne nous empêche pas, si jamais c'est nécessaire, excusez-moi, d'appeler un ISV pour un complément d'information. Ça vient s'ajouter au travail que vous faites habituellement d'ailleurs avec vos partenaires, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Oui. D'accord. Pierre-Alexandre, un point sur cette question justement de partenariat stratégique. Comment est-ce que vous allez chercher ces partenaires? Sur quels critères vous allez les recruter? Le terme n'est peut-être pas le plus adapté, mais sur quels critères vous allez les sélectionner justement? Vous avez parlé de Bring tout à l'heure. Il y en aura d'autres à l'avenir. Est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que c'est une question de domaine? Est-ce que c'est une question de verticaux? Comment est-ce que vous allez les sélectionner justement? Alors, on espère en avoir une quinzaine sur la France. C'est un chiffre qu'on s'est donné. On n'est pas à l'unité près, mais il est clair qu'on ne peut pas en prendre plusieurs dizaines parce que là, on n'arriverait plus à suivre et avoir le même impact. Donc, oui, on est obligé de limiter. Et les 3 critères principaux qui nous font sélectionner, entre guillemets, parce qu'en fait, on sélectionne, mais en même temps, on sait très bien que c'est un travail... c'est pas nous qui décidons tout seul, il faut que l'ISV soit d'accord aussi. C'est un co-investissement sur le travail en commun. Donc, les 3 critères, c'est que, premièrement, il faut que ce soit sur un sujet qui soit vraiment stratégique pour nos clients. Donc, je vais vous donner quelques exemples. La sécurité dans le domaine de la banque, c'est vraiment un sujet stratégique. Le sujet de la livraison à domicile pour les retailers, c'est un sujet stratégique et c'est pour ça qu'on a sélectionné Bring en expérimentation. Deuxième critère important, c'est la complémentarité avec notre plateforme. On sait très bien que quelquefois, les ISV sont un petit peu à cheval. Donc là, il s'agit de plutôt privilégier quelque chose qui soit vraiment bord à bord, où il y a une vraie complémentarité entre les 2 solutions pour travailler ensemble. Alors Pierre-Alexandre, vous avez mentionné là 2 axes justement de critères. Et quel est le 3e critère justement? Alors le 3e critère, c'est qu'on privilégie des acteurs qui aient une surface fonctionnelle, si
si je puis dire, qui soit conséquente. On sait que sur la PeakChange, on a des acteurs qui proposent des composants Lightning, donc c'est des tout petits éléments. Bon, on ne peut pas se mettre sur ce type d'acteurs. Donc on va plutôt privilégier des acteurs qui arrivent avec une solution relativement large et toujours en complémentarité avec la plateforme Salesforce. D'accord. Quand vous dites large, Pierre-Alexandre, on ne parle pas de question de client, on parle vraiment de l'ouverture fonctionnelle. Oui, avec absolument. Plusieurs fonctionnalités, plusieurs applications, plusieurs connexions possibles au-delà de la plateforme Salesforce, je suppose. Ouais. C'est ce que vous cherchez. Absolument. D'accord. Donc une quinzaine. Est-ce que ce chiffre est arrêté? Est-ce que, par exemple, vous pourriez faire des exceptions avec, j'imagine, peut-être un ISV particulier qui viendrait frapper à votre porte ou qui discutera avec vous et qui se dirait « ce programme m'intéresse, j'ai envie d'approfondir, d'être un partenaire stratégique ». Est-ce que vous fermerez la porte ou est-ce que, au contraire, vous allez plutôt travailler avec lui? Alors, je ne présage pas encore totalement des conclusions de notre expérimentation en cours, mais en tout cas, on est tout à fait partant pour avoir des ISV qui lèvent le doigt et qui disent OK, travaillons la question ensemble. Bien sûr, non, ça c'est tout à fait évident. Maintenant, on a aussi, nous, ce travail à faire en interne avec l'ensemble de nos industries leaders pour déterminer les bons partenariats et puis espérer que ça matche au maximum entre les souhaits de nos ISV et les souhaits à l'intérieur de Salesforce. Combien de temps vous donnez collectivement pour mettre en place ces stratégies? Là, on est dans une phase de test, hein, vous le disiez, avec notamment un ISV. Est-ce que vous dites que dès 2022, il faut qu'on ait effectivement nos 15 partenaires, peut-être plus, sait-on jamais, hein, votre réflexion se poursuit, ou est-ce que vous dites non, on va vraiment prendre le temps, pas à pas, avec des étapes, on va d'abord essayer avec 3, puis avec 10 en 2022, ou 2022 ou 2023 ou 2024. Quelle est l'échelle de temps que vous êtes fixé? Alors, vous savez certainement que notre dernier trimestre est très important pour Salesforce, donc il est clair que notre focus va être plutôt sur le suivi des affaires. En revanche, à partir de janvier, on récupère un peu de bande passante, en tout cas nous, ingénieurs solutions. Et donc, j'espère qu'à partir de janvier, on puisse effectivement passer à la phase 2 de ce programme et commencer à recruter d'autres ISV candidats pour des partenariats stratégiques. Après, je pense qu'on ne va pas y aller avec 10 ou 15 d'un coup, on va y aller petit à petit, en faisant en sorte que chaque industrie ou grosse problématique ait un premier candidat et puis qu'on avance comme ça ensemble, collectivement. D'accord. Et peut-être... David, peut-être un mot? Ouais, sur les meet-up, tu peux... Oui, sur la partie meet-up, effectivement, nous avons l'idée de commencer à peu près le premier meet-up dans un mois et demi. Ça, c'est notre échelle de temps. Je fais juste une petite parenthèse. Dans le côté meet-up, notre idée, c'est aussi de ne pas se focaliser sur les partenaires stratégiques, donc les ISV stratégiques, mais vraiment inviter tout le monde. Parce qu'on ne veut pas faire peur aux nouveaux acteurs. Donc ça permet d'être complémentaire par rapport au travail dont parlait Pierre-Alexandre sur la partie stratégique. Donc, et voilà, donc notre échelle de temps, c'est plutôt démarrer l'expérimentation dans un mois et demi à peu près pour notre premier webinaire. D'accord. Bon, donc les choses vont aller très vite. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous parce qu'à suivre, il y a un entretien avec Insideboard mené par mon collègue Tony Todd. Hello and welcome to day 3 of App Innovation. Our keynote today is with Michael Bentolila. Good morning, Michael. Nice to be with you today. Good morning, Tony. Michael is CEO and co-founder of Insideboard, digital change management company based on artificial intelligence. And we're going to hear all about that in our coming conversation. Insideboard has been named a cool vendor by Gartner. We're going to hear about why that is. So just to set us off, Michael, tell me very briefly about Insideboard. So Insideboard is the first AI digital change management platform, which helps companies drive their success in sustainable
transformation and adoption to reach the performance. Success, performance, what does that all mean? Let's talk about digital transformation. What are the challenges that you have established as a company in digital transformation? Why is digital transformation such a difficult thing to get right? So, whether we like it or not, digital transformation is everywhere, and pandemic's period has changed everything. The way we are working as a team, but also the way we are defining success. And we are now in the new world. We call that the new normal. In this new world, the employee will work as in a hybrid world. And we need to find a new formula of success. Company needs to find a new formula of success. So they need to change. The status quo of the changing is not an issue for companies. And we call that digital transformation. Okay. Digital transformation is, is the big buzzword for all companies in all sectors, but it's hugely expensive. Is there a challenge in making sure that companies get the return on investment they need? Yeah, that's all the question, is what is the success of digital transformation? So, the first challenge is about adoption. Companies need a great adoption in their transformation in order to reach the performance they are expecting for this transformation. For instance, in a new Salesforce program, the challenge is to reach the new performance of the sales guys in front of their customers or to have more intimacy with their customers. And so the first thing is to think inside the company before outside of the company, because success comes from inside at the beginning. And inside the company, you will find some sales guys who need help to reach the adoption of this large transformation. How do we define adoption? Adoption means that everyone uses the tool to its maximum capabilities, or is there a risk that people will be given this new platform, they're interested in it for a bit, but then they don't really use it? Is that the adoption problem? Yeah, that's the first step, but that's not enough. The question is, what is adoption? Adoption, is it only connection? Is it how I can have a great usage of a new process around these new tools? Or it's about the performance, or it's about the skills that you can have with this new transformation? The reality is that it's a combination of all this, and that's why adoption is so hard to reach for companies. Okay, what's the consequence for companies if they don't get adoption right, or if there isn't sufficient adoption of a software platform like Salesforce, for example? So, like Salesforce is very important because Salesforce is about the customers of the company. Yeah. So, if they don't reach the success in this transformation, they can have some issues about the performance. They can lose some customers. So, it could be dramatic. So, for all the companies we are working all over the world, what we can see is the non-adoption is also the non-success and the non-performance for the companies. So it costs millions, even if they invest heavily in their people with new program, with new training course, with offline, online classes, some communication tools. So failure to adopt is a double hit of you're not achieving the success that you could, and you've also wasted all that investment trying to get people to adopt it in the first place. Yeah, exactly. Okay. In order for a digital transformation to succeed, what are the key ingredients? So we've got adoption, but what are the other key ingredients for success? What's going to make it work? So we all know that employees need goals and KPIs. That's clear. But with the recent period of this pandemic, what we have seen is that they need more autonomy, more transparency, and last but not least, they need trust. Trust with their ecosystem,
trust with their teams, with their manager, even with the CEO, and trust in the transformation we are asking them to adopt. Okay. So achieving all these elements, this is what Inside Board does. Inside Board, if you like, comes to the rescue and makes sure that adoption is a success for everyone. Tell me a bit more about Inside Board as a company. Okay. So Inside Board has been created in 2014 with me and my brother, Johan, who is CTO. He is also a product guy and a data scientist. Okay, so your background is a business one, right? Your background was in the Big Four, so you understand the needs of business. And your brother, he's the data guy. He's the guy who understands the technicality and how to put all that in place. Exactly, and together we can combine all our expertise in order to understand the profound needs of the companies in their transformation, and also to create the new formula of success companies are expecting for reaching the success in their transformation. And how much penetration? You're a French company. How much penetration do you have in the French market and the European market? Okay, so I'm very honored because we have now more than 40% of the large companies in the French market as customers, and more than 150,000 end users all over the world, which are using our solution every day. Okay, when you say 40% of the biggest French companies, that's 40% of companies who are listed on the CAC 40 index, the stock market index. Yeah, it's large companies. Yeah. And these tend to be French multinationals, so they're working all over the world. Yeah, exactly. We have also some office in New York. For instance, when I was in New York with my brother, Johan, we have a great meeting with a CEO of a large cosmetics company. And, transformation and adoption issue is not only in Europe, it's also in the US. Because what he has told us is that for many years, he has invested heavily in its teams, in training programs and so on to reach the success of its transformation. More than 100 million. So for him, he wanted to see us because he wanted a new approach about how I can reach the success, how I can have a better adoption, how I can reach the performance of my teams in my transformation. And so it's a worldwide issue, and it is our mission to have success in that. Okay, so in a meeting like that, CEO of a very big cosmetics company, you're going to say, this is what we're going to do, this is what we're going to put in place. What do you tell him? Okay, we are going to simplify the life of your manager and your employee. We are going to provide you a unique platform which will be completely integrated in the end user environment in order to give them the goals and all the boosters they need to reach the success. What do you mean by booster? Booster, we have different boosters. We have the AI, which helps each end user, each manager to reach the success. But we also have some boosters like training, like the ambassadors. We can detect the natural ambassador. We have different boosters like gamification also. Okay. What do you mean by gamification exactly? What does that mean? Oh, it's like Waze. Each time you are going to create a new action about your transformation, a great action, you can earn some points. Oh, Waze, the GPS app where you can earn points for contributing to the system. Yeah, you can become the king of the road. Okay. And with Inside Board, you can become the king of your transformation, and you can become also a natural ambassador because you have points, you have badges, and so you can reach a status. Everyone in a Salesforce project, no one can be great in all the thematics because in the Salesforce project you have customer intimacy, you have how I can be a successful sales guy in the process, or you have some better sellers than others and so on. So we can detect all these guys
and create a community of ambassadors, natural ambassadors in the transformation. That's very powerful. It's a very powerful booster because we know that with 5% of ambassadors, you can onboard all the rest of the companies. Who are your most important users of the platform? The end users. For the Salesforce project, we can manage the sales, but also the back office and the manager, because the manager can have the aggregated data of the success of their teams, so they can monitor the change of their teams with transparency, with trust, and with autonomy. That's very important. Okay, if we were going to take probably the most important one of these is probably the commercial guys, the salespeople, the people who are at the coalface, driving business for the companies. How would you define, if I was a sales guy and you were selling to me rather than at the top of the company, what are the benefits that are going to make me want to use your platform? So you are going to have a more simpler life because transformation comes from everywhere, and our platform will be completely integrated in your own environment and will help you. For instance, if you have to prepare a meeting with large companies and you are a beginner for this kind of meeting, we will detect it thanks to the KPI, and we will give you the right contents. We will give you an access to the ambassadors or the contents, and you will have all the data you need in one place and in the right times, because in companies there are many contents, many data, and many tools to read the data. Here, within Cyborg, we can create a unique environment, a stimulating environment for these sales guys. And even we can create a link to a new LMS, like MyTrailhead. You can create a link to SharePoint if they want to use SharePoint. But the most important thing is about the end user experience, which will be more simple. And ultimately, I'm going to beat my benchmarks, I'm going to make more sales, and I'm going to make more money. Yeah, and the companies will be also happy. So as an individual success, you will also become more recognized. So you will have a social recognition by all the companies because it will become a collective success. Okay. Success filters upwards. And so when you speak to a CEO, you can say your company is going to be more successful, your people are going to beat their benchmarks, things are going to be simpler for them, and that's why they buy in. Yeah, and you will continue your transformation, because for a CEO, change is always on. Yeah. And the manager and the sales need success, but the CEO needs to transform every day, so he needs a success also. Okay. Let's talk about how you do that. How does Inside Board deliver success for companies and the sales guys that we were talking about? What are the steps in order to make that work? Okay. So first, we start by defining success. And with that, we are focused on two areas. First area is about defining success by translating the success into goals and KPIs in order to have measurable and tangible and monitoring transformation by the teams. And these KPIs will be defined from the top, so from the vision of this transformation, and it will drill down into the organization by teams, by department, by area, by region, even by manager. And secondly, we are going to take these goals and KPI and to create a link with the people. And where are the people? They are inside the org structure. So in order to create something very collective, we are going to create communities. Okay. As you know, we had learned recently that we are a social animal for the pandemic. We cannot stay alone. So we need to work
with inside the community. So we all have seen the success of tools like Teams, Zoom, and for sure Slack, and that's great. This is communities, but within Cyborg, we are in the same DNA of these companies, but we go further because we have created a link between communities and KPIs. For each community, we are going to give them goals and some KPIs in order to spark interest of people, to create virality inside the community with these goals and KPIs. I imagine that if you build your platform with communities in mind, that helps the cohesion of a company, the feeling that, especially if people are working from home or hybrid working, that they are part of a team and they're working with other people and there's a collective effort. Yeah, it's very important to create virality inside the company and to belong to something, and you can belong to your company through the community. But they need to know, each community of sales, for example, inside of the Salesforce project, need to know what we are expecting from them. So once we have the goals and KPIs and community, we are going to our AI engine to kick in and build a stimulating environment for each end user in order to reach the success of its transformation. Okay, when we talk about AI engines, it's really important that we can illustrate this so that everyone can understand what the AI means, but also because you need to talk about your differentiators. So how can we illustrate Insideboard's AI, how it works? Yeah, so for everyone, we need to understand why we need to wake up in the morning. And so the AI is going to give you this why, but he is also to give you the how and the what. Okay. So for a sales guy, for instance, he is going to manage his day with a lot of information, a lot of data. And what he needs is to know what. It means what kind of data which help me, what kind of content which help me. So with Insideboard, we're going to give him the what, the right content. For example, if you want to know how I can create an opportunity, but also the how I can accelerate this opportunity. So we are going to give him the training, or we are going to launch a challenge, because we can detect with Insideboard if the challenge is more important for him or is more important for another guy's team, if his teams. We are not all the same, you know. Okay, so it's not one size fits all. You deliver a different experience for different people based on who they are. Exactly. We are not sensitive to the same thing. Okay. So we need to be more efficient in our transformation. So the end user, what they want is just to have the right information at the right times. Because we have KPI, we can create a link between KPI and content and give the right information to the right times. But also, we can analyze what are the best boosters for everybody. So, for example, myself, perhaps I prefer the gamification, or yourself the training. So the AI will analyze that, and he will suggest to our manager to create a challenge or a new training for guys like us. Okay. And in order to reach step by step, people by people, the path to the success. It's a bit like having a family, isn't it? I mean, if you imagine you have a family with 3 children who are each one is very different to the other, and each one needs a different approach in the way they grow and develop. And so the parents will give a different approach to different child based on their personality and the way they work. It's a bit like that, right? Exactly. And it should be the same parents. Yeah. And that's why today, if you have too many applications to give this kind of application, it doesn't work. That's why Insideboard is a one
business platform, change management platform, who is going to analyze what is the best for you and be a kind of, not a parent, but a success coach to help the manager and its teams to reach the goals with the right levels of engagement, training, gamification, or become an ambassador for others, for instance. Michael, we talked earlier about return on investment, but what is, once companies work with Inside Board, what is the return on investment that they get? Yeah, so why we are very unique on this market? Because we are going to manage all the different maturity of the transformation, because as we said, change is always on. So we are going to manage the step of global adoption, from onboarding people, awareness about the project, and adoption of new tools. But also, we are going to manage reinforcement. What is a reinforcement? It's about managing the new skills after the go-lives of the project, the new processes that you need to manage after the go-lives of the project, but also some new business thematics like the green policy that you need to manage with your sales teams. Even if we have managed transformation with Salesforce, you need to manage also some community about the top 20 customers. It is reinforcement. And then, because we have reinforcement and sustainability in your transformation, you can reach the performance of your revenue, the performance of your NPS, and so on. So all the steps can be managed by the same platform, which is Inside Board, and manage the different levels of maturity of people, the new employee, which are going to start again with awareness, but also the more mature employee, which can become the experts and the ambassadors for others. Great. Last question, next steps. You talked earlier about digital transformation is never over. It's happening all the time. What do you have, how do you see the next few years panning out for Inside Board? Oh, change is always on. It means that every company needs to change every day with every new information on the market. And so we will be the partner of change for the success of these companies. Thank you very much for tuning in to this keynote as part of the App Innovation series. Thank you very much to Michael Bentolila. It's been great speaking with you today. Thank you, Tony. Thank you very much. And stay tuned for our other keynotes and roundtables. See you next time. This is a file. Maybe it's a customer contract that helps you close a deal, a budget spreadsheet to manage your supply chain, or a video that tells your story, like this one. It gets passed around a network of people who view and edit it throughout the day. This file is important for your business, but it's so much more than meets the eye. In fact, this single piece of content, a container for your most important data, holds the key to your success. It contains the make or break financial results within the spreadsheet, the new product designs that will drive next year's growth, the sensitive customer information in the research report. It's the critical, your business depends on it data. Depending on how you use it, this content can either help you solve your customers' problems, or, if you ignore it, hold you back. So we're here to help. First, we keep your information safe and compliant. As content flows in, out, and across your business, a proactive approach to security gives you total peace of mind. Then, we let everyone work together easily and move faster. Teams both inside and outside your company stay on the same page. Manual work that was trapped in silos becomes automated and collaborative. Processes shrink from days to minutes. We also help your apps talk to one another.
and let content flow across each one. From sales and finance to HR and legal, every team can use Box to bring the files that matter to them into the tools they already use. That way, you keep your people happy by letting them work the way they want. We do it all on a single platform. Box is how deals get signed, how brands are built, how innovation is scaled. We're trusted by the world's best organizations, and we'll change the way you run yours. Box. Simplify how you work. Pour la suite de cette keynote, je vous propose de parler gestion de contenu dans le cloud avec notre invité, Sébastien Marotte, qui est président EMEA pour Box. Sébastien, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et surtout d'évoquer comment Box a évolué ces dernières années, est-ce que vous pouvez nous parler de Box et en gros nous présenter l'entreprise en quelques mots pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Je pense qu'ils doivent être assez rares. Oui, merci Thomas. Déjà, merci de cette invitation. Alors, je pense que beaucoup de monde a déjà entendu parler de Box, mais je pense que c'est utile de repréciser en fait la mission de Box, surtout qu'elle a pas mal évolué ces dernières années. En fait, Box est une société qui existe maintenant depuis à peu près une quinzaine d'années, qui travaille avec à peu près 100 000 grandes organisations ou moins grandes organisations dans le monde. Et initialement, Box a été créé en fait pour aider les entreprises à stocker de façon sécurisée leurs fichiers ou leurs contenus afin de pouvoir collaborer aussi bien en interne qu'en externe. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que les usages ont énormément évolué et un peu à la vitesse en fait de l'évolution de ce qui s'est passé ces dernières années, puisque le monde a évolué évidemment, les business ont considérablement évolué et les process dans l'entreprise ont aussi beaucoup évolué. Donc en fait, si on réfléchit un petit peu aux 10 dernières années, il y a vraiment eu une explosion des données, il y a eu une explosion du contenu, il y a eu surtout une prolifération des applications SaaS, et ça je pense que Salesforce est bien placé en fait pour le savoir avec tout l'écosystème SaaS qui a été créé. Une prolifération du cloud et malheureusement, j'aurais tendance à dire aussi, il y a eu une hausse des cyberattaques et des nouveaux challenges qui sont arrivés en matière de sécurité. Donc, non seulement il a fallu que des sociétés comme Box offrent une plateforme pour pouvoir stocker du contenu et pour aider les entreprises à collaborer, mais aussi il a fallu gérer ce contenu en fait et avec ces évolutions, offrir des solutions en matière de sécurité, de compliance, de gouvernance et avec le travail à distance en plus assez considérablement accéléré. Donc en fait, c'est quoi Box? Box est une plateforme centrale pour l'entreprise et aider l'entreprise à stocker et à collaborer aussi bien en interne et en externe, mais aussi à gérer le cycle de vente complet du contenu avec ce qui se fait de mieux vraiment en matière de sécurité et de workflow. Alors, qu'est-ce qu'on appelle workflow? C'est tout ce qui consiste à gérer le contenu, c'est-à-dire à créer le contenu, à protéger le contenu, à classifier le contenu, à l'automatiser, depuis peu de temps aussi à offrir des fonctionnalités de signature électronique, mais aussi à publier ce contenu et à analyser ce contenu. Donc voilà, c'est un concept de plateforme centrale dans lequel on va héberger l'ensemble de ce contenu, mais aussi le gérer et le sécuriser. Je connaissais Box comme beaucoup de gens et beaucoup de gens qui nous suivent comme effectivement la plateforme de gestion de contenu que vous avez décrite au début. Qu'est-ce qui différencie Box d'autres entreprises comme Google ou Microsoft? Alors là, vous citez deux entreprises qui sont largement utilisées évidemment dans le monde de l'entreprise, puisque ces deux entreprises proposent des suites collaboratives, aussi bien à travers Google Workspace, que je connais bien d'ailleurs, puisque avant de rejoindre Box il y a 3 mois, j'ai travaillé 10 ans chez Google et j'étais en charge en particulier justement de Google Workspace et de Google Cloud, ou encore chez Microsoft, on parlera bien évidemment de Microsoft Office 365. Si vous prenez des produits comme G-Drive ou des produits comme OneDrive qui font partie de ces suites, moi j'utilise d'ailleurs à titre personnel énormément G-Drive, Google Drive, aussi bien à titre personnel que même au niveau de l'entreprise. Je pense, et à travers les expériences qu'on peut avoir, que ces outils sont tout à fait excellents pour gérer ces fichiers de façon vraiment personnelle.
Par contre, ce qu'on voit quand on discute avec nos clients, qui utilisent tous aussi ces plateformes, hein, donc c'est pour vous dire à quel point c'est complémentaire, eh bien, ils disent que ces plateformes Google ou Microsoft ne sont pas toujours en fait optimisées pour gérer le contenu de l'entreprise ou à l'échelle d'une société de plusieurs milliers d'utilisateurs. Et en particulier, vous avez des fonctionnalités qui sont de plus en plus attendues. C'est des fonctionnalités de collaboration externe. Et si même vous pensez à ces fonctionnalités de collaboration externe, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui désactivaient ces fonctionnalités parce qu'elles n'étaient pas forcément confiantes sur la capacité de ces plateformes, en fait, à partager de façon extrêmement sécurisée le contenu qui siège dans ces plateformes. Donc, en fait, Box arrive en complément de ces plateformes. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est reconstituer aussi un petit peu le contexte IT qu'on rencontre aujourd'hui dans les entreprises. Moi, j'ai travaillé ces 10-15 dernières années dans le domaine du SaaS, donc à travers mon expérience chez Google Cloud. Et quand on a démarré cette activité en 2010, en fait, on essayait de convaincre les sociétés de bouger l'ensemble de leurs outils de ces plateformes en fait on-premise dans le cloud. Et on a des partenaires en ce moment, comme des sociétés comme Okta, pour ne pas les citer, qui ont récemment fait une étude sur le marché et qui ont constaté qu'en moyenne, une entreprise utilisait près de 175 applications SaaS. Alors, je ne sais pas si c'est 100 applications de trop, il y en aura toujours beaucoup, mais ce que je sais, et à travers d'ailleurs les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, c'est que ce soit les directeurs financiers, les directeurs informatiques, les responsables métiers, en fait tous les utilisateurs au sein de l'entreprise, ils sont à la fois séduits par ces applications parce qu'elles leur permettent de régler des problèmes bien particuliers sur des domaines très spécifiques. Par contre, elles sont un peu fatiguées parce que ces utilisateurs sont fatigués puisque pour accéder à ces applications, parfois, il faut passer par un portail, puis par 3, 4, 5 différentes pages avant d'arriver en fait à atteindre ces applications qui sont très spécialisées sur leur domaine, mais qui ne sont pas toujours aptes à gérer le contenu. Donc, nous, ce qu'on a fait chez Box, et encore une fois en complément d'applications comme Google ou comme Microsoft, c'est qu'on a développé à peu près 1500 connecteurs. Et plutôt que de stocker en fait ces informations 175 fois dans 175 îlots différents dans chacune de ces différentes applications, on propose en fait une plateforme qui va permettre de stocker ces informations dans un seul endroit. Et que cette plateforme en fait Box soit accessible aussi bien à partir de Google, à partir de Microsoft, à partir de Workday, à partir de Salesforce, à partir de ServiceNow, et je pourrais vous en citer 1500 comme ça. Toutes ces applications vont profiter en fait de nos bénéfices en matière de compliance, de gouvernance, et de sécurité. Et réfléchissez un petit peu au problème parce que si jamais nous n'étions pas là, eh bien, ce qui se passerait, c'est qu'une fois encore, ces données seraient éparpillées au sein de 175 différentes applications. Donc, mettant à risque donc la sécurité sur ces données. Et ce qui se passe, en fait, c'est ce qu'on voit encore trop souvent dans les entreprises. On finit par envoyer ce contenu par email comme il y a une vingtaine d'années. Et c'est extrêmement dangereux parce que vous avez des risques de malware ou alors des risques vraiment de rompre ou de casser vos process, vos workflows dans l'entreprise. Et ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques si on parle par exemple d'un workflow pour établir des contrats dans le domaine de la finance ou dans le domaine, je ne sais pas moi, dans les médias. Box est très souvent utilisé aussi pour créer des films ou des scripts. Et donc, une cassure ou une fuite, en fait, peut aussi avoir des conséquences tout à fait désastreuses. Donc, voilà. Donc, maintenant, si je reprends en synthèse, c'est de la coexistence, en fait. C'est-à-dire qu'on gère le contenu dans un endroit et on intègre, en fait, les plateformes Microsoft, Google et autres ou Salesforce pour pouvoir accéder en fait à ce contenu. Puis ensuite, on va gérer ce contenu. Sébastien, en tant que leader de Salesforce, vous parlez régulièrement à vos clients. Qui sont ces clients et quels sont les besoins, en tout cas certains de ces besoins que vous aidez à résoudre? Alors, les clients, ils sont très diversifiés. Et une fois encore, d'ailleurs, je viens juste de rejoindre la société il y a 3-4 mois et en 3-4 mois, j'ai dû déjà discuter avec une cinquantaine de clients. On trouve des clients aussi bien dans ce qu'on appelle le SMB, les petites entreprises, que des clients de taille moyenne avec 1 millier d'utilisateurs,
ou encore des clients de très grande taille. Et en fait, l'expérience que je vois avec les clients Box est assez proche de celle que j'ai vue ces 10 dernières années, en fait, depuis que je travaille dans le cloud. C'est que tous ces clients ont un objectif, c'est vraiment de transformer leur entreprise. Donc, on parle beaucoup de transformation digitale. C'est amusant parce que moi, il y a 5 ans, quand on parlait de transformation digitale, les gens nous écoutaient de façon intéressée. Mais aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, tout le monde reconnaît sur le marché que s'ils n'accélèrent pas cette transformation, ils vont avoir des problèmes. Alors, ils vont avoir des problèmes pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des problèmes pour innover, ils vont avoir des problèmes pour créer des différenciateurs eux-mêmes avec leurs concurrents, ils vont avoir des problèmes pour pouvoir lancer des nouveaux produits, des nouveaux services, et ils vont avoir des problèmes aussi dans leur relation qu'ils pourraient avoir avec leurs clients, au risque en fait de perdre un certain nombre de clients s'ils n'accélèrent pas cette transformation digitale. Donc Box est vraiment au cœur de cette transformation digitale. Alors il est vrai qu'on travaille avec l'ensemble des différentes industries, mais Box rencontre un succès encore plus grandissant, si je puis dire, dans ces entreprises qui sont extrêmement régulées, où la régulation, la compliance, ou encore la sécurité sont absolument essentielles, et la sécurité essentielle à travers toutes les entreprises. Mais je pense par exemple au domaine de la santé, au domaine de la finance, ou alors des domaines qui manipulent un contenu extrêmement volumineux comme tout ce qui touche autour du media and entertainment. Mais on a aussi de grands succès dans le domaine du retail ou d'autres domaines. Alors, moi, je pense à quelques exemples. Il y a des use cases, des cas d'usage qui reviennent assez fréquemment. Ce qu'on fait, par exemple, je vous citais le domaine de la santé. On travaille avec des organisations comme AstraZeneca, dont on parle beaucoup en ce moment, je dirais malheureusement, en fait, avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais chez AstraZeneca, par exemple, on travaille avec les 8000 commerciaux d'AstraZeneca et on a connecté, et vous en parliez tout à l'heure de Microsoft, on a connecté Office 365 et Salesforce directement avec Box pour que ces commerciaux, à travers la plateforme Microsoft et la plateforme Salesforce, puissent accéder directement au contenu dont ils ont besoin pour pouvoir gérer la relation avec leurs clients. D'autres exemples, dans la finance par exemple, on travaille en Angleterre, aux États-Unis avec Morgan Stanley. Et là, Morgan Stanley a complètement réimaginé en fait leur relation client en équipant l'ensemble de leurs conseillers financiers dans leur partie banque d'investissement en fait, et une fois encore pour qu'ils accèdent de façon totalement native à l'ensemble des documents dont ils ont besoin pour pouvoir porter conseil à leurs clients. Ils ont un portail en fait commercial qu'ils appellent Digital Vault, qui est construit sur la plateforme Box et qui leur permet en fait d'accéder à l'ensemble de ces informations. Il y a un autre cas d'usage, moi que j'aime beaucoup, qui est chez British Telecom. British Telecom en fait a décidé de totalement revoir leur processus de réponse aux appels d'offres, aux cahiers des charges, en intégrant Box à Salesforce. Et ils ont décidé en fait d'utiliser Box comme plateforme unique au sein de leur entreprise, donc British Telecom, pour pouvoir former l'ensemble de leurs forces marketing ou leurs forces de vente. Ou encore en France, on pourrait citer dans un autre domaine qui est très sympathique aussi, on pourrait citer Rémi Cointreau. Et alors Rémi Cointreau, c'est intéressant parce qu'ils sortent un peu du cadre commercial. Ils ont en fait centralisé l'ensemble des process RH sur la plateforme Box et connecter l'ensemble de leurs applications SaaS pour gérer le contrat des employés, les contrats des employés, pour réaliser des sondages au sein de l'entreprise et pour tout ce qui concerne en fait les documents relatifs au RH ou les différents formulaires. Voilà donc quelques cas d'usage à travers parmi les 100 000 clients qui travaillent aujourd'hui avec Box. Alors Sébastien, on a encore 2 questions à voir avant la fin de cette session. Il nous reste 2-3 minutes, donc je vous demanderai d'être le plus bref possible. Alors, une avant-dernière question sur Salesforce. Vous avez mentionné Salesforce à plusieurs reprises. Vous êtes un partenaire important pour Salesforce. Vous travaillez avec eux régulièrement, vous l'avez dit vous-même. Quelle est la place de Salesforce tant dans votre stratégie produit que dans votre stratégie commerciale? Brièvement, s'il vous plaît. Oui, alors Salesforce, rapidement, en fait, on a une intégration native, en fait, pour rien vous cacher. C'est l'un de nos partenaires préférés, puisque c'est le partenaire avec lequel on a développé le plus de cas d'usage, avec des retours sur investissement qui sont vraiment faciles à mesurer.
En fait, avec Salesforce, tout ce qui nous intéresse, c'est aider leurs clients à clôturer leurs ventes et à augmenter la productivité dans les équipes commerciales. Donc, il y a vraiment 3 fonctions qui nous intéressent en Salesforce ou qui intéressent Salesforce. La première, c'est l'accessibilité à l'ensemble du contenu pour former et leur force de vente et puis les aider en fait à augmenter en termes de rentabilité, de profitabilité. La deuxième, c'est la sécurité. C'est vraiment s'assurer que les bonnes personnes aient accès au bon contenu. Et ça, c'est très important compte tenu de la sensibilité de ces informations. Et la troisième, c'est vraiment d'utiliser nos workflows, en fait. Et en particulier, quand on est dans Salesforce, on parle beaucoup de mobilité, on parle énormément de collaboration extérieure. Et ça, c'est vraiment important puisque, en fait, les commerciaux des entreprises travaillent avec leurs clients qui utilisent une grande diversité en matière d'outils informatiques. Et c'est très important, en fait, d'avoir une plateforme commune qui permette de communiquer avec ses clients. Et récemment, on a introduit une fonctionnalité alors là, qui intéresse beaucoup les clients Salesforce, c'est la fonctionnalité de signature électronique qui va permettre d'augmenter considérablement en fait l'efficiency ou la productivité des cycles de vente et la relation avec les clients. Une toute dernière question, Sébastien. Côté innovation, à quoi peut-on s'attendre pour ces prochains mois chez Box ? Alors, je pense que ça va être un peu la continuité de notre stratégie qu'on a démarrée il y a 2-3 ans, c'est-à-dire la stratégie qui vise vraiment à offrir non plus une plateforme pour stocker et sécuriser des fichiers, mais une plateforme pour gérer en fait ce contenu. Donc, c'est ce qu'on appelle le Content Cloud Management. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on renforce en fait l'intégration de notre plateforme avec l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on est intégré avec 1500 solutions et il y en a de nouvelles qui arrivent chaque jour et ces intégrations doivent être constamment mises à jour. Donc ça, c'est vraiment une très grosse partie. La deuxième partie, c'est vraiment, et cette partie est importante pour la collaboration externe et la collaboration au sein de l'entreprise. La deuxième partie, c'est la sécurité. Donc, on est reconnu aujourd'hui comme étant la plateforme, une des plateformes les plus sûres en fait du marché. Vous savez, c'est un peu je vais faire une toute petite analogie rapidement. Quand on parle de sécurité, c'est un peu comme dans le domaine personnel, c'est-à-dire vous avez beau protéger votre maison, souvent mettre une très belle serrure sur une porte, ça suffit pas, comme un firewall dans une entreprise. Je dirais que nous, l'image qui nous convient pas mal, c'est un peu cette image de détecteur de mouvement dans votre contenu, c'est-à-dire comme vous l'avez dans votre maison, c'est-à-dire d'avoir un deuxième niveau de sécurité qui vous permettent en fait de sécuriser l'ensemble de votre contenu. On a des modules de Box Shield en fait qui scannent en permanence vos fichiers et votre contenu et qui vous alertent si jamais il y a un risque de malware et évidemment avec tout ce qui se passe en particulier en ce moment avec le ransomware, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, et continuer à renforcer les workflows. On a récemment fait l'acquisition d'une société pour pouvoir apporter la signature électronique. Il y aura d'autres innovations en matière de workflow. Et si je peux me permettre également sur cette dernière question, donc de grandes innovations, la meilleure façon aujourd'hui, si vous souhaitez découvrir le monde Box, on vient juste en fait de terminer notre rendez-vous annuel pour l'ensemble de nos utilisateurs et puis des sociétés qui veulent nous connaître. Connectez-vous sur Internet, accédez au site Boxworks, vous allez le trouver facilement, Boxworks. Et voilà, c'est passionnant parce qu'on a eu la chance aussi d'avoir le CEO d'Uber, le CEO de Zoom, le CEO de Slack ou de Warner Media, en plus en fait de la présentation de l'ensemble de notre offre. Et enfin, je vous invite vraiment à nous contacter et si vous voulez, on peut piloter une partie d'un workflow ou en tous les cas vous présenter la plateforme de façon plus détaillée pour vous aider en fait à renforcer la sécurité et la collaboration au sein de votre entreprise. Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous d'avoir suivi cette keynote. Je vous rappelle que vous pouvez tout au long de cette journée continuer à suivre d'autres contenus, webinars et tables rondes. Merci à vous.